Bonsoir et bienvenue dans cette synergie des médias de la RPA, la radio Inzamba et la télévision Renaissance en collaboration avec Akat Burundi. Innocent Koubimana sur la mise en onde, la présentation de cette synergie. Jean-Baptiste Bilé avec Josiane Mouzaneza. Oui, Jean-Baptiste, cette synergie est consacrée à la 41e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme qui s'est tenue ce mardi à Genève. Une session qui a encore une fois montré les violations des droits de l'homme qui continuent à se commettre au Burundi. Ce rapport s'est focalisé sur les violations liées aux prochaines élections de 2020. Dans ce journal, nous allons revenir sur les inquiétudes qui ont été émises par les uns et les autres. Bonsoir et bienvenue. Eh bien, la commission d'enquête sur le Burundi a communiqué ce mardi son rapport trimestriel devant le Conseil des droits de l'homme et de l'ONU. Ces experts onisiens ont exprimé leurs préoccupations face aux élections de 2020. Ils jugent que dans le contexte actuel, les élections crédibles ne sont pas envisageables. Ces commissaires de l'ONU demandent à la communauté internationale de suivre de près ce qui se passe au Burundi. Les précisions avec Nadège Ilakoz. De la 41e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme qui s'est déroulée à Genève ce mardi 2 juillet 2019, les trois commissaires de la commission d'enquête sur le Burundi ont tous affirmé que les violations graves des droits de l'homme continuent à se commettre au Burundi depuis le mois de mai 2018, même si le gouvernement burundais fait tout pour persuader la communauté internationale que la situation est normale dans le pays. Parmi ces crimes documentés par ces enquêteurs onusiens sont cités des exécutions sommaires, des disparitions, des arrestations et détentions arbitraires, des cas de torture, de mauvais traitements, des cas de violences sexuelles ainsi que des restrictions de liberté publique. Dans la présentation de leur rapport, le président de la commission d'enquête sur le Burundi, Doudou Diène, a souligné qu'il ne peut y avoir d'élections libres et crédibles vu l'intolérance politique manifeste, intolérance suivie par de multiples violations des droits fondamentaux des membres des partis politiques d'opposition. Les trois commissaires ont ajouté que si en 2020, dont telles que la presse et les organisations non gouvernementales sont interdits d'exercer au Burundi, il y avoir d'élections transparentes, surtout que les églises sont devenues également des cibles du pouvoir burundais si elles osent dénoncer les crimes commis au Burundi. Étant préoccupées par le rétrécissement de l'espace démocratique, la restriction des libertés publiques et la continuité des violations des droits de l'homme, dans cette période préélectorale, la commission d'enquête sur le Burundi a invité la communauté internationale ainsi que les membres du Conseil des droits de l'homme de rester vigilants quant à la situation des droits de l'homme au Burundi durant les élections de 2020. Merci à ton Nadège Ilakoudze. Il ne peut y avoir d'élections libres et crédibles lorsque les libertés publiques ne sont plus que théoriques et que les témoins et observateurs indépendants, comme la presse et les organisations non gouvernementales, sont progressivement neutralisés, exclus ou interdits, a souligné le président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi devant le Conseil des droits de l'homme. Selon Doudou Diène, la recrudescence de la violation des droits fondamentaux, surtout au cours de cette période préélectorale au Burundi, a motivé la commission à alerter la communauté internationale pour être vigilant par rapport aux élections de 2020. Suivez Doudou Diène, il s'est entretenu avec Janvier Ninina Hatskoui. Interpréter la communauté internationale selon un concept fondamental des droits de l'homme, c'est l'espace démocratique. Et donc, tous les droits qui permettent à une démocratie d'être une démocratie ouverte, plurielle, dans laquelle l'opposition a ses droits et les exerce dans tous les domaines, à la fois dans sa constitution comme opposition, ses moyens, mais également l'exercice de ses droits pendant le processus électoral. Donc, l'espace démocratique. Or, les crises du Burundi ont toujours été marquées, et nous l'avons documenté dans notre dernier rapport, par la réduction de l'espace démocratique. De la manière suivante, l'interdiction des partis d'opposition, il y en a qu'un qui a été admis donc, au mois de février, et après un long combat, mais tous les autres partis sont interdits. Et ensuite, les médias ont été totalement, c'est-à-dire les libertés d'information et d'expression ont été totalement muselées. Les médias internationaux ont été expulsés du pays. Le droit de réunion, qui est une liberté fondamentale, n'est pas exercé. Donc, c'est en fonction de ce concept fondamental, nous disons à la communauté internationale et au gouvernement burundais, nous allons essayer de documenter le respect ou non de l'espace démocratique. Et quels sont les indices qui poussent la communauté
a alerté la communauté internationale à être vigilante. Les indices, c'est ce que je venais de dire, c'est-à-dire que ce que nous avons indiqué dans notre rapport qui est déjà publié, c'est-à-dire que le première dimension de l'espace démocratique, c'est la constitution de partis politiques. C'est-à-dire c'est la diversité d'opinion, du pluralisme politique. Et donc, on a indiqué dans notre rapport que l'histoire du Burundi est une histoire de réduction de cette histoire démocratique et donc l'élimination des partis d'opposition, à la fois légalement et par la violence. Nous l'avons documenté. Et l'autre, c'est les libertés fondamentales qui mesurent l'espace démocratique, c'est-à-dire la liberté d'expression et d'information. L'expression, c'est l'expression politique. Information, c'est que la population soit informée de la situation du pays et puis de sa position. Et nous avons démontré que ces libertés fondamentales ont été violées. Et dans l'entretemps, y aurait-il de nouvelles formes de violence liées aux élections de 2020 que la Commission aurait pu recenser dans les 3 mois? Ben, écoutez, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est dans notre mandat des droits de l'homme, mais nous avons alerté donc la communauté internationale et le Burundi sur les points suivants que nous allons mesurer. Est-ce qu'il va y avoir, dans notre dernier rapport, nous parlons de la persistance des violations des droits de l'homme. Et cette notion a été reprise par le Conseil de sécurité. Alors, la question pour nous maintenant, dans les mois qui viennent, donc dans le contexte préélectoral et électoral, c'est de savoir si la situation va évoluer de la persistance à l'aggravation des violations des droits de l'homme sur ces 2 piliers, les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux. Et donc, on va essayer de documenter ça. Le rapport va aboutir à plusieurs choses importantes. Si le gouvernement du Burundi est si violent contre la commission d'enquête et attaque la commission, notamment moi en tant que président, c'est notre stratégie, ils attaquent la tête. L'ancien président, ils l'ont attaqué, il a démissionné et l'ambassadeur à New York a dit nous l'avons obligé à démissionner. Et ils m'ont demandé moi de démissionner aussi, publiquement, ils l'ont fait. Et l'attaque elle est violente, avec des pancartes et des manifestations et quotidiennes. Donc, s'ils le font, s'ils réagissent aussi violemment, c'est qu'ils savent que notre rapport a de l'effet. Alors il y a plusieurs impacts de notre rapport. Tabou Renova, l'ambassadeur du Burundi à Genève en Suisse, s'inscrit en faux contre ce rapport qu'il qualifie de mensonger pour distraire la population burundaise et plonge le pays dans l'instabilité à la veille des élections de 2020. Le pouvoir de Bujumbura va poursuivre sa voie vers les élections libres et transparentes. Suivez. Le premier rapport oral présenté en mars 2019 et ce second rapport oral nous transmis hier vers 19h dévoile enfin le vrai mandat de cette commission et offre une réalité apocalyptique d'un plan de déstabilisation du Burundi dès la veille des élections de 2020. La délégation du Burundi voudrait informer que le Burundi est stable et que la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national. Les crimes qui se commettent sont des crimes de droit commun dont les auteurs sont régulièrement arrêtés et traduits en justice. La lutte contre l'impunité étant l'une des priorités du gouvernement. Sur le plan politique, les élections générales de 2020 se préparent déjà et tous les instruments sont là, notamment la Constitution du 7 juin 2018, la feuille de route mise en place par tous les partis politiques, la commission électorale déjà opérationnelle, le code électoral voté à 105 voix sur 108 par les députés, tant du parti au pouvoir que de l'opposant Guassagaton, etc. Le Burundi voudrait attirer l'attention des membres de cette commission, que le peuple burundais est fatigué d'un rapport mensonger, divisionniste, provoquant et distrayant. L'année 2015 lui a servi de leçon et rien ne viendra plus au bout de sa détermination pour consolider la paix, la réconciliation et se choisir librement ses propres dirigeants. Et au cours de cette 41e session de Genève, le Danemark s'est dit inquiet par l'intolérance politique, le rétrécissement des libertés d'expression et les arrestations arbitraires qui s'observent actuellement dans le pays. Cette préoccupation du Danemark est partagée par la Belgique et l'Allemagne, sauf que ce dernier pays ajoute qu'il est très préoccupé par les violences sexuelles faites aux filles et femmes. De son côté, la Chine apprécie l'évolution de la situation au Burundi sur base du nombre de Burundais qui se sont déjà volontairement rapatriés et la Chine d'exhorter néanmoins la communauté internationale à faciliter le dialogue interne. La Tanzanie, pour sa part, se montre très préoccupée par le manque criant de fonds pour faciliter le retour des réfugiés burundais. En même temps, le représentant de la Tanzanie dans cette session a demandé aux acteurs politiques burundais de privilégier le dialogue inclusif et cela sous l'égide de la communauté est-africaine. Les violences
violences politiques à la veille des élections de 2020 sont une réalité aujourd'hui au Burundi, constate Frédéric Bamvunyuvira, ancien vice-président du Burundi. Il propose l'assainissement de l'environnement en matière des libertés publiques. Suivez Frédéric Bamvunyuvira. Et le constat est qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a des partis qui allaient sur le terrain, mais il y en a d'autres qui sont femmes, qui n'ont pas l'autorisation d'aller sur le terrain, et s'ils sont à trois, ils sont traqués. Nous avons entendu même des propos des responsables de police menaçant justement le CNL, et le CNL qui est un nouveau parti, mais malheureusement, qui fait une montée fulgurante et qui inquiète le pouvoir. Et comme solution, c'est de traquer ces militants du parti CNL. Donc, ça devient un problème réel et en réalité, c'est le refus même du multipartisme. Le multipartisme ne signifie pas juste un parti politique qui vient s'imposer et imposer son point de vue aux autres formations politiques. Ce n'est pas cela. Et que quiconque ose dire ou montrer un peu de force politique, ils sont escalés, ce n'est pas ça le multipartisme. Je crois qu'ils devraient oser afficher leur position s'il n'y a pas de multipartisme dans le pays, qu'ils veulent un monopartisme, mais s'ils veulent cacher sur les derniers du multipartisme. Ça a été composé par des partis qui sont des petits satellites du parti au pouvoir. Je crois que c'est ça qu'il faut considérer comme une situation politique dans notre pays. Frédéric Bamvunyuvira dit également que le pouvoir de Bujumbura devrait intégrer tous les partenaires politiques dans la gestion de l'État, surtout dans l'élaboration des textes. Encore une fois. Et la constitution de 2009 qui a été ici, donc ce qui signifie que aujourd'hui, un parti politique qui a eu 51% va régner sur le Burundi, ça qui compte par exemple d'autres formations politiques qui auraient eu 49%. Alors que justement, la cause des conflits a été politique, a été constatée à Arusha, il fallait résoudre ces problèmes en intégrant tout le monde dans la gestion de l'État. Non pas comme on le veut, mais en essayant de solliciter la volonté de la population à travers les élections. Ça veut dire le peuple, il faut dire, non, je voulais le premier, lui se réfugier, lui se le troisième, et qu'il y avait un seul qui avait été accepté, qui pouvait permettre à cette école soit uniquement rassemblée, ou qu'il soit à l'Assemblée et au gouvernement. Je pense que c'est une constitution et une associative qui permettait à tout le monde de composer pour qu'il y ait une économie sociale. Malheureusement, il a été constaté que les dirigeants qui sont partis veulent régner sur le Burundi, et cela sans partage. Donc, ce n'est pas de la démocratie, c'est un pouvoir exclusif. L'autre élément de cet environnement légal, c'est ce qu'on appelle le code électoral. On a constaté que le code électoral a été élaboré et vient de se signer par le président de la République. Et cependant, d'autres formations politiques à FNDB et ses satellites n'ont pas été associées à l'élaboration de ce code. C'était Frédéric Bamvunyuvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Et selon notre Armel Niyongiri, président de la CAT Burundi, les violations des droits humains qui s'observent au Burundi ne peuvent pas permettre qu'il y ait des élections libres et transparentes. Pour lui, le fait que le pouvoir persiste dans le mal en fermant les radios indépendantes et la personne est un autre signe qu'il n'y a pas de liberté au Burundi. Suivi. Puis le référendum de mai 2018, on observe des graves violations des droits de l'homme au Burundi, notamment des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, et des tortures, d'autres crimes graves et liés aux violations des droits de l'homme à l'endroit des opposants politiques, des gens de la société civile, des journalistes. Et on observe des restrictions de l'espace physique et politique par la fermeture des radios indépendants, notamment la BBC, Voix d'Amérique, et l'intimidation de fermeture et à la radio RFI. Et tout cela montre qu'il y a de fermeture de l'espace civique et politique. Je dis aussi que même les organisations de droits de l'homme, ROCAR international,
aussi rencontre des intimidations, des fermetures, des suspensions. Là, je parle de l'association Parsem qui a été suspendue dernièrement. Et puis, il y a d'autres organisations internationales qui ont quitté le pays parce que l'espace est fermé. L'espace physique est fermé. Donc, on constate qu'il y a beaucoup de violations des droits de l'homme à la veille des élections de 2020. Raison pour laquelle nous demandons à la communauté africaine, à l'Union africaine, aux Nations Unies de rester vigilants quant à la situation des droits de l'homme au Burundi. Maître Almen Yongel, l'impact de ces rapports de la commission spéciale d'enquête sur le Burundi et sur le long terme précise les experts en droit international. À part que les 10 rapports font le contrepoids au discours des autorités burundaises, il influence les coopérations du Burundi et autres pays du monde et partant les mesures prises envers le pays. Emmanuel Klims, docteur en droit international. Le droit international, ce n'est pas une solution à tous les problèmes individuels, c'est plutôt un niveau de long terme. On pèse des États, ne veut pas dire pour autant que tout est fichu, il existe quand même plusieurs pistes qui sont présentes. Parmi ces pistes, la piste de la pression diplomatique qui existe, elle semble pas très plausible aujourd'hui, vu une normalisation relative des relations entre les différents partenaires bilatéraux du Burundi. Mais cette normalisation, c'est la preuve, une illustration que le travail du Conseil des droits de l'homme et de cette commission spéciale d'enquête est absolument essentiel pour rappeler que la normalité, elle n'est pas d'application aujourd'hui au Burundi. Et donc il y a une possibilité, à plus long terme, de revirement éventuel, notamment en lien avec d'autres volets de la diplomatie, le commerce, la coopération au développement, etc., etc. Quatrième point, il y a un enjeu, une piste encore à suivre, qui est bien sûr la plus connue, la plus évidente dans l'esprit des gens, c'est celle de recours judiciaire qui existe. Vous avez des cours pénales, des gens qui sont coupables de ces violations des droits de l'homme est engagée. Elle peut être engagée devant les tribunaux burundais, elle peut être engagée avec les difficultés qu'on connaît bien sûr dans l'application de la justice face à ce genre de situation aujourd'hui, et devant les tribunaux étrangers aussi, dans les cas de figure par exemple de victimes qui seraient des étrangers ou des binationaux. Il n'y a pas beaucoup de solutions à court terme qui sont satisfaisantes, ça vous le savez. Alors à plus long terme, il y a quand même un enjeu important de collecte de témoignages, de collecte de preuves pour l'utilisation ultérieure, et là le travail de cette commission spéciale d'enquête il est tout à fait essentiel. L'enjeu final de ce rapport, c'est notamment sa visibilité. Sa visibilité, sa diffusion, elle fait contrepoids au discours officiel et aux manifestations anti-Nations Unies qui peuvent avoir lieu au Burundi. C'est un rappel que, contrairement aux discours qui sont parfois relayés au Burundi, le travail d'une commission d'enquête du Haut Commissariat aux droits de l'homme, c'est pas de l'ingérence coloniale, c'est pas de l'ingérence politique. Au contraire, c'est le rappel d'obligations internationales auxquelles le Burundi a librement et volontairement souscrit et de longue date et avec des dizaines d'autres États dans le monde. Et donc c'est le Burundi qui revient aujourd'hui sur ses engagements, c'est le Burundi qui revient aujourd'hui sur ses engagements internationaux et qui engage ses responsabilités internationales. Et là, toutes les manifestations, qu'elles soient spontanées ou pas, n'y changeront rien. Voilà, madame. C'est sur cette interview du docteur Emmanuel Klimis, docteur en droit international, que nous mettons un point final à cette synergie des médias de la radio RPA, Inzamba et Télévision Renaissance. Une synergie qui vous a été présentée par Jean-Baptiste Biléha et Josiane Mouzamedza. Innocent Koubdimana assurait la mise en onde. Révérien Badikami était à la réalisation. Nous tous vous souhaitons de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir.